tous les concepts, les oligarchies euro-américaines sont en retard. Elles sont libre-échangistes. Il y a une catégorie plus importante que d'autres, qui est celle avec la Russie est posée. Donc, de nouveau, pour l'Allemagne, il y a la question d'un choix, enfin plutôt la question. Alors, je crois que le bon cadre pour comprendre ce qui se passe dans le monde occidental, peut-être, ça serait de faire un retour en arrière. C'est l'élection à la chancellerie allemande de Friedrich Merz, qui est un belliciste. Dès le début des années 2000 que la Russie allait se redresser, autant je suis déjà sûr que les États-Unis sont partis dans une descente aux enfers. Mais actuellement, ce quiトランプ政権の話について深くお伺いしたいんですけれども、トランプ政権に漂うニヒリズムみたいなものがあるというふうにトットさんおっしゃっていました。で、特にかつてないほどヨーロッパに対してトランプ政権は憎悪を見せています。これはもはやもう西洋の敗北からさらに帰結して西洋の分裂という状態にも言えるのかなというふうに思います。この状態はアメリカと関係が深かったドイツ、そしてひいては日本にどのような影響をもたらしますか？J'ai un peu évolué dans ma perception du conflit entre Américains et Européens actuellement. L'une des premières surprises lors de l'arrivée de l'administration Trump au pouvoir, ça a été la violence avec laquelle, en apparence, Trump voulait sortir de la guerre. La réaction, je dirais, néo-belliciste des Européens qui voulaient continuer la guerre, et puis l'agressivité de l'administration Trump vis-à-vis des Européens. Je pense que la bonne façon de voir ce qui se passe n'est pas d'opposer les Américains aux Européens. Je crois que nous devons partir du concept d'empire. Il y avait un empire américain, le centre c'était les États-Unis, et la périphérie c'était les régions militairement conquises au lendemain de la deuxième guerre mondiale, avec principalement l'occupation militaire de la majorité de l'Allemagne et du Japon par les États-Unis. Dans cet empire, l'Amérique avait pris une position, a gardé une position militaire prédominante. Les autres pays se sont plutôt spécialisés dans l'activité économique et se sont révélés de tempérament plutôt pacifique, comme doivent l'être logiquement des vaincus. Mais l'ensemble doit être vu comme un système impérial américain dans lequel les classes dominantes sont partout associées aux États-Unis. Les oligarchies européennes, c'était des oligarchies, je dirais, euro-américaines en fait. Voilà, ça c'est le point de départ. Ce système entre en collision avec la Russie. Il perd la guerre. Les Américains savent très bien que la guerre est perdue, parce qu'ils savent que leurs arsenaux sont vides, ils ne peuvent pas faire face militairement. Ils ont constaté que le système des sanctions ne fonctionnait pas, et ils savent que c'est eux qui ont organisé la guerre. C'est le Pentagone qui a fait les plans de l'offensive, contre-offensive ukrainienne de l'été 2023. Les Européens ne savent pas à quel point ils sont dans la défaite. Donc une sorte de décalage. Suite à cette défaite, il y a la révolution Trump. Trump est arrivé au pouvoir à cause de la défaite. Si l'Amérique avait réussi à faire exploser la Russie, les démocrates auraient été réélus. Donc il y a une révolution aux États-Unis. Ils veulent sortir de la guerre.
Ils veulent changer des choses aux États-Unis. Mais en Europe, sur la périphérie de l'Empire, se trouvent toujours en place, non pas du tout des Européens simplement, mais ce que j'appelle les oligarchies de l'ancien système et ce que j'appellerais des Euro-Américains. Et c'est-à-dire des gens qui veulent, si on pourrait dire, la perpétuation de l'ancien empire et de ses buts. Sur tous les concepts, les oligarchies euro-américaines sont en retard. Elles sont libre-échangistes, elles veulent plus de guerre avec la Russie. Mais ça n'est pas européen, c'est une attitude américaine archaïque. Je crois que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Maintenant, j'ajouterais modestement, puisque je parle à un public japonais, que au stade actuel, je n'ai pas étendu l'analyse au Japon, mais je n'ai jamais senti au Japon le même intérêt, enthousiasme pour cette guerre, tout simplement parce le Japon est très très loin de l'Ukraine. Le problème du Japon, c'est le problème du conflit entre les États-Unis et la Chine sur le plan commercial, que les États-Unis sont déjà en train de perdre, conflit auquel le Japon n'a aucun intérêt. Mais c'est une problématique complètement différente. Alors, il avait été question d'Allemagne et je voudrais parler un petit peu de l'Allemagne. C'est-à-dire que là, je viens de dire que il ne faut pas penser aux Européens, il faut penser aux Euro-Américains. Mais à l'intérieur de cette catégorie des Euro-Américains, il y a une catégorie plus importante que d'autres, qui est celle des Allemands. Parce que si l'Europe émerge ou réémerge en tant que puissance autonome, ça sera une Europe dominée par l'Allemagne. L'Allemagne est de très loin la première puissance du continent. C'est une puissance dont le rôle politique avait été totalement détruit par le début de la guerre. J'ai eu l'occasion de dire plusieurs fois que la vieille Europe, centrée sur l'Allemagne, l'Italie et la France, avait été marginalisée par la guerre et que l'axe dominant allait désormais de Washington à Londres, par Copenhague, les pays scandinaves, jusqu'aux pays baltes, plutôt des pays protestants d'ailleurs, mais avec l'addition de la Pologne et de la Lituanie. Maintenant, et en un certain sens, avec l'explosion du gazoduc Nord Stream, bien évidemment organisée et réalisée par les Américains, je dirais que l'Allemagne, sous le chancelier Scholz, avait retrouvé son statut de pays occupé, qu'elle avait cessé d'être une nation même indépendante. Il m'est arrivé même de faire des plaisanteries. Je disais que la capitale de la République fédérale pendant la guerre froide, c'était Bonn, qu'avec la réunification, la capitale avait été ramenée à Berlin, mais que pendant la guerre, la capitale de l'Allemagne, c'était redevenue la base américaine de Ramstein. C'est là que les décisions étaient prises. Mais et donc ce statut de perte de souveraineté était tout à fait stupéfiant. Mais avec un chancelier prudent, Scholz, qui freinait tant qu'il pouvait, qui avait refusé la transmission ou le don aux Ukrainiens de missiles Taurus, le plus dangereux des missiles à moyenne ou longue portée, je ne sais plus. Alors même que les Français et les Britanniques donnaient des missiles Scalp et Storm Shadow, qui sont la même chose, aux Ukrainiens, missiles permettant de frapper éventuellement la Russie elle-même. Donc on a cette situation. Actuellement, on est dans une évolution dans
d'abord parce que les euro-américains sont bellicistes, et je dirais que le bellicisme de Macron ou le bellicisme de Starmer en Angleterre sont relativement insignifiants parce que le Royaume-Uni et la France n'ont pas un gros potentiel industriel. D'ailleurs, Macron, l'autre jour, a avoué à la télévision française que les arsenaux français étaient vides et qu'on n'avait plus rien à donner aux Ukrainiens. Et la mobilisation de l'Allemagne et de son énorme économie industrielle, qui n'est pas simplement l'Allemagne, mais c'est l'Allemagne, plus la Suisse alémanique, plus l'Autriche, plus toute l'Europe de l'Est, dont l'industrie a été réorganisée par l'Allemagne. La mobilisation industrielle pour la guerre de l'Allemagne serait un phénomène, je dirais, géopolitique nouveau et dangereux pour les Russes, et qui pourrait amener les Russes à exécuter leur menace d'utiliser des armes nucléaires tactiques pour faire face à ce nouveau potentiel industriel. Et maintenant, nous avons une nouvelle inquiétude. C'est l'élection à la chancellerie allemande de Friedrich Merz, qui est un belliciste pro-américain. Merz est une caricature d'euro-américain allemand belliciste qui, dans des propos, a proposé de donner des missiles Taurus pour frapper le pont de Kerch entre la Crimée et la Russie. Et donc, pour moi, mon inquiétude fondamentale, actuellement, c'est la possibilité d'une Allemagne complètement perdue, en fait, très perdue politiquement, avec une politique énergétique folle, mais qui bascule du côté de la guerre et qui aggrave toutes les choses. Et mon livre est relativement, comment dire, favorable à l'Allemagne. Quand j'ai écrit mon livre, c'était Scholz, et je voyais bien les efforts de l'Allemagne pour ne pas trop entrer dans la guerre. Mais maintenant, la question d'un choix par l'Allemagne entre la paix avec la Russie ou la guerre avec la Russie est posée. Donc, de nouveau, pour l'Allemagne, il y a la question d'un choix, enfin plutôt la question d'un bon ou d'un mauvais choix. Mais je suis historien. Et en fait, je n'ai pas le souvenir d'une Allemagne qui, quelquefois, fait le bon choix. Donc, je suis très inquiet. ありがとうございます。お時間も近づいてまいりましたので、最後に1点だけトットさんにお話を伺えればと思います。トットさんは論考の中で、トランプのアメリカよりもプーチンのロシアの方が論理的な一貫性があるというふうにおっしゃっています。なぜトランプのアメリカが信用できないのか、最後にお伺いしたいです。C'est-à-dire que pour moi, c'est d'abord une constatation empirique. C'est-à-dire, je lis les textes produits par Poutine, Lavrov, j'étudie le comportement des Russes, je lis ça plutôt en anglais, alors je ne parle pas le russe, et je dois avouer que je n'ai jamais eu de difficulté à comprendre ce que faisaient les Russes. D'abord parce que les Russes annoncent des choses, ils font ces choses. Je dirais, il y a un gros élément de prévisibilité. Et donc, je dis très bien dans mon analyse de la Russie. La Russie, j'étais probablement l'un des premiers à voir que la société russe se stabilisait, que sa mortalité infantile passait au-dessous de celle des États-Unis. Actuellement, je crois qu'elle est en train de passer au-dessous de celle de la France, qui remonte. Mais depuis que la Russie a retrouvé son équilibre, dans les 20 années ou les 25 années du règne de Vladimir Poutine, je veux dire,
la Russie a cessé presque d'être un objet d'étude intéressant pour moi. Je sais où elle est, je sens ce qu'elle va faire. Je pense que les Russes veulent, par exemple, vont devoir prendre Odessa pour mettre Sébastopol en sécurité. Pour moi, la Russie est un petit sujet. En revanche, l'Amérique de Trump et de plus en plus l'Europe est un sujet, je dirais, comment dire, qui produit des surprises et des inquiétudes et des incertitudes incessantes. C'est-à-dire que le comportement de l'Amérique est erratique, peu fiable. Ça ne s'est pas arrangé avec Trump, qui lui-même, en tant qu'individu, est très erratique. Mais aux États-Unis, je veux dire, pour moi, la seule certitude pour les États-Unis, c'est terrible de le dire, c'est qu'ils sont dans une course au déclin qui ne va pas s'arrêter. Autant je savais dès le début des années 2000 que la Russie allait se redresser, autant je suis déjà sûr que les États-Unis sont partis dans une descente aux enfers. Mais actuellement, ce qui m'intéresse le plus, et le domaine dans lequel mon attitude est encore un peu en train d'évoluer, c'est que je considérais les Européens, ceux que j'appelle maintenant les Euro-Américains, comme plus raisonnables que les Américains. Et je suis quand même frappé maintenant par l'apparition de comportements nihilistes, de destruction, de préférence pour la guerre et de préférence absurde de la part de pays qui n'ont pas les moyens de faire la guerre, qui me font penser que l'Europe, sans doute, va aussi mal que les États-Unis. La politique énergétique de l'Europe, qui est coupée de ses approvisionnements russes, est une politique suicidaire, je dirais, et donc une politique folle. Mais l'Union européenne est devenue une sorte de machine folle qui ne fonctionne que si elle est complètement dominée, je dirais, par l'Allemagne. Alors, je crois que le bon cadre pour comprendre ce qui se passe dans le monde occidental, peut-être, ça serait de faire un retour en arrière et de comparer avec ce qui s'est passé en Russie au moment de l'effondrement du communisme. J'avais très bien prévu l'effondrement du communisme, mais par contre, l'affolement de la société russe dans les années 1990 avait été pour moi une surprise. Parce que, en fait, je n'avais pas compris que le communisme, ça n'était pas seulement, je dirais, une économie, mais que c'était aussi une croyance, presque une religion qui faisait tenir ensemble la société russe et que l'explosion du système avait laissé les gens dans un état d'incertitude, de désadaptation qui a produit ce temps des troubles en Russie qui s'est arrêté sous Poutine. Je crois qu'ici, on vit quelque chose en Occident qui est du même ordre. C'est-à-dire qu'on avait un système impérial américain qui semblait fonctionner, qui était tout puissant, qui était censé être le plus riche du monde, qui était censé avoir les bonnes idées, les bonnes valeurs. Donc là, je vais du libre-échange jusqu'à l'idéologie LGBT. Et ce système est venu se briser contre la Russie. On s'est aperçu que, alors même que le produit intérieur brut de la Russie ne faisait que 3% du produit intérieur brut de l'empire américain, tous les pays occidentaux, j'intègre le Japon, la Corée, là, eh bien, cet empire n'était pas capable de produire les biens militaires nécessaires. Et on vit, je suis en train de reprendre en France le concept d'apocalypse
qu'a utilisé récemment Peter Thiel, ce milliardaire de la Silicon Valley, rallié à Trump depuis longtemps, qui parle d'apocalypse comme d'une révélation. Alors moi j'ai le concept, alors je pense qu'il se trompe sur la cause de l'apocalypse et de la révélation. Pour lui, l'apocalypse, ça vient de la liberté et d'Internet. Pour moi, la révélation, l'apocalypse vient du choc contre la Russie réorganisée et de la révélation, c'est la fragilité de l'Occident. Mais donc j'aime bien ce concept d'apocalypse. Je parle d'apocalypse augmentée pour l'Occident, en fait, un peu pour me détacher de ce que dit Peter Thiel. Mais cette espèce cette révélation de ce que notre économie n'est pas puissante, que notre industrie est partie en Chine, de ce que peut-être nos systèmes de valeurs sont absurdes, crée un état d'affolement dans les classes supérieures américaines et dans les classes supérieures européennes. C'est pour ça que ces pays sont pour moi des objets d'inquiétude. C'est-à-dire que notre religion à nous, ça n'était pas le communisme, c'était le néolibéralisme. Néolibéralisme allant du libre-échange, de la liberté des flux financiers, jusqu'à l'idéologie LGBT, avec cette idée d'un dépassement des nations, d'individus n'appartenant plus à leur nation. Et donc, notre religion est en train d'exploser. Et bien entendu, cette explosion est particulièrement violente dans les classes dirigeantes. C'est les classes dirigeantes qui sont en train de perdre leurs croyances. Et c'est pour ça que nous vivons avec ce sentiment d'égarement et d'incertitude. Quelle envolée! ありがとうございます。今回はフランスとズームをつなぎまして、歴史人口学者のエマニュエル・トットさんにお話を伺いました。今回はご視聴いただきありがとうございました。